Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter ces tables rondes. Donc l'idée, c'est qu'on regarde ensemble les inégalités hommes-femmes aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on essaye de les résorber, en essayant de mélanger des points de vue très différents qu'on a là autour de la table. La première personne qui va parler, c'est Selma Mahfouz. Vous êtes directrice de la DARES et vous êtes aussi ex-adjointe à la prospective chez France Stratégie. Vous avez travaillé à l'INSEE, donc vous avez un regard qui est celui des institutions, qui est celui de la statistique nationale. Vous avez ce regard-là et un retour sur les politiques gouvernementales. Ensuite, on a Dominique Meurthe. Dominique, vous êtes professeure à l'Université Paris-Nanterre et directrice de la chaire Travail. Si je ne me trompe pas, vous avez aussi travaillé donc à la PNSE et avec l'INED sur les statistiques écarts salariaux. Et surtout, vous avez fait un travail en tant que chercheuse à l'intérieur des entreprises. Le plus grand exemple, et on y reviendra tout à l'heure, c'est ce que vous avez fait chez L'Oréal depuis 2007 dans une partie de l'entreprise, puis généralisé au reste de l'entreprise après 2013, c'est-à-dire mesurer les écarts poste par poste et partie de l'entreprise par partie de l'entreprise, de manière à pouvoir repérer là où il y a les problèmes et là où l'entreprise peut agir. Et ces travaux sont assez pionniers. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont permis à L'Oréal de prouver des résultats sur le long terme et pas uniquement de bidouiller un index égalité pro. On a aussi parmi nous Alexandre Sobo, vous êtes président de France Industrie, vous êtes aussi ex-président de l'UIMM, vous avez participé à des négociations salariales et représentant du patronat au sein de l'UNEDIC, vous avez été au MEDEF, vous avez été à Pôle emploi, bref, vous connaissez beaucoup cette partie-là et cette facette-là. Et puis vous êtes aussi président de Holot Group, qui est en gros une ETI de 2000 personnes en région ou en province, je ne sais plus ce qu'il faut dire aujourd'hui, qui fabrique des nacelles élévatrices. Mais en tout cas, vous avez cette perspective de l'intérieur de l'entreprise, cette perspective de créateur d'entreprise dans une entreprise industrielle. Donc, un des secteurs dans lesquels on a plus de femmes à recruter, plus de difficultés à recruter des femmes. Et puis derrière, nous avons aussi Sophie Winet, vous êtes co-secrétaire générale de la CGT côté cadre et technicien, et puis surtout vous vous intéressez, vous êtes en charge des questions égalité hommes-femmes depuis 2016, vous connaissez le sujet par cœur vous aussi, et vous avez des revendications assez fortes sur l'idée que l'écart de salaire homme-femme est beaucoup lié au temps partiel, et notamment au temps partiel subi dans les entreprises. Voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir ces quatre profils-là très différents autour de la table. Je vous propose qu'on commence par une petite présentation autour de cette question, avant peut-être de revenir sur les détails de l'index Pénico, mais autour de cette question, comment et qui doit mesurer ces écarts salariaux? Quel est le rôle des institutions? Quel est le rôle des chercheurs? Quel est le rôle des entreprises et des représentants du personnel? Comment on mesure qui fait quoi et quels chiffres on essaye de retenir pour lutter contre les inégalités. Selma Mahfouz, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà correctement? Le son est bon. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, moi, peut-être, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans cette demi-journée de colloque très riche. Hein. Peut-être pour introduire la discussion, ce que je propose de faire, c'est de rappeler vraiment très rapidement en 5 points un peu le constat qu'on peut dresser aujourd'hui des inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, hein, et de la lecture qu'on peut en faire. En 5 points. Premier point, on a aujourd'hui des femmes qui sont moins présentes que les hommes sur le marché du travail. Leur taux d'activité est inférieur de 7 points à celui des hommes, même si cet écart s'est réduit. Et quand elles sont en emploi, elles sont plus souvent à temps partiel. 27% en 2020, c'est 3 fois plus que les hommes. Et de ce fait, elles sont nettement plus souvent en sous-emploi, au sens où elles souhaiteraient travailler davantage. Donc ça, c'est le premier élément de constat. Le deuxième élément qui a peut-être été moins rappelé au cours de la journée, c'est qu'elles sont en revanche pas plus souvent au chômage. Le taux de chômage des femmes aujourd'hui est à peu près égal à celui des hommes. C'est parce que celui des hommes a augmenté depuis la crise de 2008. Avant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, il est à peu près égal. Troisième point sur lequel je voulais revenir, ça a été présenté dans la journée,
c'est les résultats du testing qu'on a réalisé avec l'IPP et l'ISM Quorum, qui montrent que en moyenne, et je vais revenir sur ce qu'il y a derrière en moyenne, les femmes ne sont pas plus discriminées à l'embauche que les hommes. Alors, les femmes hexagonales. En moyenne, ça reflète des choses quand même assez différentes, puisque les femmes non qualifiées sont victimes de discrimination à l'embauche quand elles postulent sur des métiers peu qualifiés, mais résultats auxquels on ne s'attendait pas forcément, sur des métiers plus qualifiés, notamment sur des métiers de cadre encadrant, avec des fonctions d'encadrement, il y a plutôt de la discrimination positive en faveur des femmes, donc peut-être le signe que les comportements commencent à changer, notamment sur des métiers très masculinisés. On a ces résultats sur ce testing de grande ampleur, dont les résultats ont été publiés il y a quelques jours et présentés par l'IPP tout à l'heure. Donc ça, c'est le troisième point. Pas plus discriminé à l'embauche en moyenne, mais une réalité derrière qui est très contrastée selon les métiers et leur niveau de qualification. Quatrième point, ça a été beaucoup dit, les femmes ne sont pas dans les mêmes types de métiers et sont le plus souvent employées, 40% d'entre elles contre 12% des hommes, qui sont eux plus souvent ouvriers, à 30% contre 8% des femmes. Et surtout, elles sont quand même moins souvent cadres, même si l'écart s'est réduit, moins souvent cadres que les hommes, alors même qu'aujourd'hui, elles sont plus diplômées. Et cinquième point, sur lequel je vais passer vite parce que ça a été beaucoup évoqué, l'écart de revenus salarial net entre hommes et femmes, il reste de 28% en 2017, d'après les chiffres de l'INSEE. 24% tout à l'heure, ce n'est pas des différences significatives sur 2018, calculées probablement un peu différemment par l'IPP. Il a baissé de 10 points, mais il reste important. Alors, cet écart, on l'a vu, ça a été dit, il vient en partie d'un écart de temps de travail. L'écart de salaire en équivalent temps plein est de seulement, mais c'est quand même beaucoup, 17%. Et une autre partie de cet écart, c'est un peu ce qu'on a vu dans l'étude IPP, et peut être relié, je ne dis pas expliqué, c'est important, peut être relié à des différences observables entre hommes et femmes, différences de secteur, de profession, de taille d'entreprise, mais quelles que soient les approches et les modèles, un petit peu, on a toujours un résidu qu'on n'arrive pas vraiment à attribuer à des différences observables qui varient de 5 à 8 à 9% selon les études. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour moi, ce panorama, il pointe sur le fait que les inégalités, elles sont multifactorielles, avec peut-être trois dimensions. Des différences de temps de travail et de participation, qui renvoient évidemment pour partie au partage des tâches au sein des couples, mais aussi une ségrégation verticale. Les femmes sont plus diplômées, 42% sont diplômées du supérieur en 2020 contre 37% des hommes, mais elles sont moins souvent cadres. On a vu que ça a des compétences, ça a des conséquences, évidemment. Et puis aussi une ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'à niveau de diplôme égal, elles ne sont pas dans les mêmes métiers ou elles ne sont pas dans les mêmes entreprises, et ça explique une part des écarts de salaire qui est non négligeable. Il y a une persistance d'une non-mixité de certains métiers. On avait 90% il y a quelques années encore de femmes dans certains métiers, du care notamment, assistante maternelle, aide à domicile, employée de maison, secrétaire, 90% de femmes. Coiffeur, infirmière, et la moitié des femmes étaient dans seulement une dizaine de professions sur 87 familles professionnelles. Donc on voit bien qu'on a des inégalités qui sont très multifactorielles, et je pense que c'est un point qu'il faudra garder en tête tout au long de nos échanges. Merci pour cette introduction, mais du coup, ce serait bien qu'on poursuive avec la question dont, en fait, qui et comment est-ce qu'on mesure ces inégalités dans les entreprises? Peut-être que Dominique Mars, vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait ce travail en partenariat avec les entreprises en tant que chercheuse pour aller mesurer au sein de ces entreprises. Parce que ce que dit aussi l'étude de l'IPP qu'on a vue tout à l'heure, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas employés dans les mêmes entreprises et que ça pourrait faire partie d'une partie de cet écart de salaire. Et donc, peut-être faut-il aller regarder à l'intérieur ce qui se passe et comment ça se mesure. Oui, d'accord. Alors, en fait, je vais juste un petit peu partir d'un
tout petit peu plus loin pour revenir à cette question de pourquoi on a besoin de la mesure, pourquoi on a fait un indice, un index, et pourquoi il faut aller plus loin encore en entrant dans les entreprises. Alors, en fait, ça a été beaucoup dit dans la journée, mais je pense que c'est ressorti très clairement, c'est qu'on a des progrès indéniables sur la connaissance des sources de l'inégalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Et ces progrès indéniables, en fait, ils sont nés d'un paradoxe, c'est que en termes d'égalité des salariales, ça ne progresse plus tellement. Ça a stoppé. Et donc, du coup, et en plus, les explications faciles ont disparu, parce que dans les années 60-70, différence d'éducation, différence de participation au marché du travail, ça expliquait beaucoup les inégalités de salaire. Et ces facteurs-là, ils se sont résorbés. Et donc, on se retrouve avec un mystère qui est que ça se maintient, ces inégalités, et qu'il faut... Et puis, il y a aussi quelque chose de nouveau, qui est que cette persistance des inégalités est considérée comme insupportable, tant par les pouvoirs publics que par les entreprises, surtout les grandes entreprises. Donc là, il y a eu une conjonction à la fois donc, une floraison de travaux d'économistes pour essayer de percer ce mystère pour voir pourquoi ça persiste. Ensuite, il y a la volonté des pouvoirs publics très générale hein, dans les pays de l'OCDE de faire résorber cette inégalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Et puis, les entreprises qui elles-mêmes, surtout les grandes, qui adhèrent à ce programme parce que c'est un impératif, parce qu'en fait, elles voient que ça a des conséquences très positives sur leur gestion de la main-d'œuvre. Ça a été exposé d'ailleurs dans les travaux tout à l'heure, sur leur réputation, sur le climat social. Et sur les performances économiques, selon et sur les performances économiques, etc. Donc là, on a une conjonction. Alors, du coup, on peut se demander, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, quel que soit l'indicateur qu'on prenne, parce qu'on a fait, l'IPP a fait un super travail là d'analyse des écarts de salaire sur le long terme avec plein de facteurs, et pourquoi ça persiste? Alors, moi, je pense que, je vais arriver à votre question, c'est que dans les vents contraires à cette marche vers l'égalité, il y a en fait trois facteurs. Il y en a ceux qui sont par rapport à l'entreprise, il y a ceux qui se situent en dehors de l'entreprise. Et là, ça a été évoqué aussi, c'est l'éducation, la formation. C'est plus le niveau d'éducation, c'est les choix des filières, c'est la formation. Il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier, le poids du passé. Hein. Les structures des entreprises, surtout des grandes, ça évolue lentement. Ça ne peut pas du jour au lendemain complètement changer. Il y a une inertie liée aux promotions, aux carrières. Donc ça, c'est des facteurs finalement en dehors de l'entreprise. Il y a les facteurs en dedans de l'entreprise. Ce sont leurs règles de recrutement, on les a vus, les promotions, les politiques salariales, les monitorats. Et donc là-dessus, elles agissent. Et puis, et c'est là que se situe en fait tout l'enjeu, c'est ce qui se passe à la jonction des deux, c'est-à-dire qu'entre le dehors et le dedans de l'entreprise. Et ça aussi, c'est très connu, c'est les questions de l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, donc le temps partiel. C'est les questions de maternité, énormes. Ça, on avait bien montré dans un article avec Pierre Pourrat, avec Coestat, le choc de maternité, comment ça affecte les revenus des femmes, et surtout par retrait du marché du travail et surtout en bas de la distribution. Les temps de trajet qui ont été évoqués, ça aussi, c'est une articulation entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe en dehors. Alors, pourquoi il est important d'aller à l'intérieur de l'entreprise? Alors, pourquoi il est allé? Alors, parce qu'en fait, on peut partir de ce que disait Claudia Goldin en disant « The last chapter pour l'égalité, c'est maintenant dans l'entreprise ». Parce que c'est elles qui vont... D'abord, elles ont un besoin de savoir d'où viennent ces inégalités. Alors, il y a eu cet indice d'égalité, l'index, qui leur permet une certaine connaissance, mais qui est pas suffisant en fait. Et puis que moi personnellement, je pense que il serait mieux qu'il soit établi par l'extérieur avec un protocole, mais ça, je pense qu'on va en discuter. Mais ça suffit pas parce que
bien sûr qu'elle voit bien qu'il y a de la ségrégation professionnelle, qu'il y a des problèmes liés aux primes, qu'il y a des problèmes de temps de travail, de temps partiel, etc. Mais ce que veulent les entreprises, c'est avoir des politiques ajustées à leur situation, c'est-à-dire hiérarchiser les causes dans leur entreprise. C'était très frappant dans les graphiques de l'IPP sur la variance, la diversité des situations d'écart de salaire entre les femmes et les hommes dans les entreprises, parce qu'il faut en fait regarder ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'il y a des différences de situation. Et c'est là que les chercheurs peuvent intervenir, c'est là où vous citiez mes recherches avec L'Oréal, mais aussi avec d'autres entreprises. Ils font appel aux chercheurs parce qu'on est des tiers extérieurs, parce qu'on va déployer des mécanismes, des réflexions économiques, des recherches approfondies qu'on leur restitue. Et donc, du coup, on va les aider à construire leur regard sur ce qui ne va pas dans leur politique de ressources humaines, à essayer d'identifier quels sont les facteurs bloquants. Et d'une entreprise à l'autre, ça ne va pas être les mêmes questions. Donc, il faut que les chercheurs mettent les mains dans le cambouis, aillent dans les entreprises. En tant que chercheur, c'est très important ça, on vient en tant que chercheur, on vient pour tester des hypothèses, etc. Et on partage les résultats avec les partenaires sociaux. Bon, ça s'appelle maintenant l'insider économétrique, c'est en plein essor en ce moment. Et je pense que ça pourra aider les entreprises à passer d'un constat par l'indice ou d'autres mesures à la mise en place de politiques dont on peut mesurer les effets. Bon, juste un dernier exemple. Hein. Dans une entreprise, j'ai regardé le choc maternité sur les carrières des femmes et des hommes. Dans l'entreprise Enedis, c'est bien ça? Non, EDF. EDF, très bien. Et donc j'ai pu, mais normalement c'est anonyme, donc puisque c'est, enfin en même temps je pense ils n'ont pas fait d'obstacle pour la diffusion de ces résultats. Donc on a pu identifier ce qui se passait à la maternité dans l'entreprise et identifier le mécanisme qui faisait qu'il y avait un retard de carrière pour les jeunes mères dans l'entreprise. Et à partir de là, ils ont construit, ils pensaient avoir une politique extrêmement généreuse en termes des retours de maternité, ils se sont aperçus que c'était insuffisant, et ils ont construit une autre politique en réponse à ces faits qui étaient qu'il y avait des retards de carrière qui ne se rattrapaient pas, même au bout de 5-6 ans, après la naissance d'un premier enfant. Voilà, et donc, ils ont pu corriger. Et donc, ils ont pu corriger une partie. Ils ont mis en place, donc on n'a pas encore fait la mesure, mais on pourra faire la mesure de l'efficacité de cette politique. Très bien. Alors, Alexandre Sobo, en tant qu'entrepreneur et en tant que représentant du patronat, est-ce que vous seriez prêt à laisser rentrer des chercheurs dans votre entreprise pour mesurer les écarts de salaire? Comment vous le faites aujourd'hui et quels sont les outils que vous utilisez pour essayer de les résorber? En fait, sur ce sujet, je pense qu'on a d'abord il faut que personne n'ait aucun doute sur la volonté des entreprises, des chefs d'entreprise d'assurer la plus grande égalité possible. Il y a peut-être eu dans l'histoire ou dans le passé des différences ou des choses qui ont été évoquées précédemment dans la journée, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus aucune action, aucune volonté qui amène à créer des différences de façon complètement intentionnelle. Et s'il reste des écarts, d'ailleurs ils sont faibles, hein, ça a été dit, les écarts inexpliqués, c'est-à-dire qui correspondent à des postes équivalents à des situations identiques avec des écarts, ils sont de moins de 5% dans la dernière étude de l'INSEE. Dans la métallurgie, il y a un suivi qui est fait très régulièrement de façon paritaire sur un échantillon de 300 000 personnes. On arrive autour de 4, avec d'ailleurs un phénomène assez intéressant, c'est que plus l'entreprise est grande et plus l'écart est faible. Et je pense que ça participe de la vraie problématique, c'est que cette question, elle est beaucoup plus difficile à appréhender dans une petite entreprise, qu'en fait, il n'y a pas de point de comparaison. Finalement, quand vous avez 10, 15, 20, 30 personnes, trouver 2 personnes dans des situations équivalentes de sexes différents sur lesquelles on puisse de façon objective identifier des écarts, c'est très compliqué et c'est très peu fréquent. Et donc, tout ce qui a été évoqué précédemment, je pense, même si les entreprises ne sont pas publiques, on parlait de grandes entreprises sont hier adhérentes de France Industrie avec lesquelles on travaille régulièrement sur tous ces sujets. On a une vraie problématique finalement d'identifier s'il reste des écarts. Et finalement, on le voit bien, ça a été là aussi très bien montré, les différences, elles sont beaucoup plus liées aux carrières, aux responsabilités, au temps de travail
qu'à, j'allais dire, ce qui pourrait rester d'une différence significative à responsabilité identique. Et donc, c'est là que les sujets sont à la fois compliqués. Ils sont compliqués notamment dans l'industrie parce qu'on a une part des femmes qui est plutôt autour de entre 15 et 25% suivant les entreprises. Donc, l'attractivité des métiers, l'image qu'on renvoie, tout ce qui a été dit aussi sur l'appétence, sur les carrières d'ingénieurs. Aujourd'hui, une femme qui sort de marketing, je pense qu'elle a plus souvent envie d'aller travailler chez LVMH que de venir dans une entreprise qui fait des nacelles élévatrices dans la Loire. Et est-ce que je porte seul la responsabilité de cette situation? Je ne le pense pas. Donc, comment, finalement, on est complètement d'accord sur le diagnostic et comment, plutôt que d'aller vers la sanction, le quota et tous ces sujets qui sont très problématiques dans la gestion d'une PME ou d'une ETI avec des échantillons qui sont faibles, comment on travaille ensemble sur la levée de tous ces obstacles. Et de ce point de vue-là, le travail qui a été fait, le travail de chercheurs par entreprise, pour aller identifier des choses et à un moment donné les partager, pour qu'on puisse voir si effectivement, sans s'en rendre compte, on a des pratiques ou des habitudes qui pérennisent ou qui font durer des différences de traitement ou des différences dans la gestion des carrières. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à partager. Et de ce point de vue-là, l'index Pénicaud, je ne dis pas qu'il est parfait, hein, on peut débattre, j'ai vu Oui, les on va éléments revenir qui sur ont l'index. été présentés, mais ça participe d'une prise de conscience, d'obliger les entreprises de toute taille à regarder ce qui se passe chez elles, parce que finalement, à un moment, les gens regardaient peut-être pas forcément ça avec assez d'attention, et notamment sur des sujets, retour de congé maternité, répartition des augmentations, se poser la question, est-ce qu'il y a des écarts? S'il y a des écarts, est-ce qu'ils sont explicables? Et est-ce qu'on a des choses où, dans des modifications de comportement managérial, on peut faire mieux? Donc, là aussi, ça vient d'être mis en place. Tous ces phénomènes prennent du temps. Ils prennent d'autant plus de temps, je pense à nos entreprises industrielles qui ont des turnovers très faibles. Je rappelle que dans nos objectifs, avoir des turnovers plutôt autour de 3%, ça fait partie des objectifs qu'on se donne, fidéliser nos collaborateurs, garder longtemps les gens pour capitaliser sur leur expérience. Donc, évidemment, les changements dans ces environnements où il y a des rotations très faibles sont très lents. Et donc, le deuxième chantier, c'est quand on veut faire bouger les choses, accepter que le facteur temps et prendre la bonne échelle de temps pour que ça marche et pas oublier, puisqu'il y a eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites entre conseil d'administration et COMEX, que les taux de rotation ne sont pas du tout les mêmes. Dans un conseil d'administration, on peut changer quelqu'un sans difficulté tous les 6 ans. Dans une entreprise à un poste de responsabilité, la façon et les conditions dans lesquelles on peut remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre, s'il est très souvent déjà dans l'entreprise, c'est un des adjoints ou c'est le numéro 2. Donc, on a des phénomènes qui sont très différents. Et donc, je crois vraiment que sur ce sujet, en tout cas dans l'industrie que je représente, et les quelques exemples qui ont été donnés par Dominique le montrent, il y a une volonté de travailler, il y a une volonté de comprendre et de progresser. Et il faut aussi accepter que ces sujets vont prendre du temps et reflètent beaucoup de choses. Donc, dans l'idée, vous êtes plutôt pour l'index Pénicaud. Vous seriez d'accord pour que des chercheurs ou des chercheuses viennent mesurer les écarts et donc que des tiers de confiance, en fait, viennent mesurer les écarts? C'est à chaque entreprise de le décider, mais dans les exemples qui sont donnés, je pense qu'il faut bien voir qu'il faut qu'il y ait des échantillons représentatifs. Donc, c'est plutôt dans des grandes entreprises que le travail va pouvoir apporter des éclairages réels et que c'est sur la base des leçons des éclairages qui viendront de ce travail qu'on pourra diffuser des bonnes pratiques dans les autres. Envoyer un chercheur faire une étude dans une entreprise de 150 personnes, mon petit doigt me dit que vu le nombre de situations comparables, il va vite faire le constat que sa valeur ajoutée va être très faible. Donc, il faut là aussi choisir des échantillons. Et voilà, enfin, on sait tous qu'un sondage, il est pertinent quand on met 1000 personnes. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des échantillons comparables de 1000 personnes pour avoir des résultats, mais quand il y a 3 personnes dans une même catégorie, c'est très difficile d'en tirer des conclusions statistiques pertinentes. Et puis après, oui, c'est à mais chaque vous représentez des entreprises de taille très différentes. Vous ne représentez pas que les TPE ou les PME de petite taille. Toute l'industrie, donc. Juste une question que sur laquelle j'aimerais bien vous voir rebondir, c'est que certains chercheurs avancent l'idée que les salaires pourraient être pensés différemment, avec, dans l'industrie par exemple, des équivalences métiers, c'est-à-dire l'idée que les fonctions support, DRH et marketing élevées dans ces entreprises-là sont moins rémunérées que les fonctions d'ingénieurs ou les fonctions cœur de métier, et que du coup, ça pourrait être une manière de rééquilibrer les salaires au sein des entreprises industrielles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis très réticent à tout ce qui vise à normer les choses. Je pense qu'il y a un marché du travail, il y a des entreprises suivant les secteurs qui ont des priorités, qui ont besoin d'attirer des talents, d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes, et que garder une liberté dans la politique salariale, constater les équilibres qui se trouvent et qui varient d'ailleurs d'une période à l'autre, sur long ou sur moyenne période, les points d'appétence sont très différents et on le voit sur le marché du travail tel qu'il évolue. Je pense qu'il ne faut pas tout bouleverser en essayant de tout normer, de mettre les gens dans des cases, de viser une forme d'égalitarisme forcené qui, à mon avis, dans la durée, ne produit qu'un nivellement par le bas. Il faut aussi pouvoir récompenser les talents, il faut aussi que chaque entreprise puisse aller vers les sujets qui lui tiennent à cœur, les grands enjeux qui sont les siens, et d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, avec leur histoire, leur part de marché, leur position, il est évident que les problématiques vont être différentes. Donc, je ne crois pas du tout à une forme de normalisation, mais plutôt à une analyse et à des outils pour que le sujet qui nous occupe, qui est la persistance de certaines égalités entre les femmes et les hommes, puisse continuer à se résorber, parce qu'il a été aussi dit depuis le début de l'après-midi qu'il y avait quand même déjà beaucoup de choses qui avaient été faites et que les écarts s'étaient fortement réduits. Merci beaucoup pour votre opinion sur ce point-là. Alors, Sophie Bignet de la CGT, je vous vois prendre beaucoup de notes, donc j'imagine que votre opinion n'est pas la même sur ce point-là. Vous, comment vous pensez qui doit mesurer ces écarts de salaire? Est-ce que ça doit venir des chercheurs, des institutions, des entreprises? Et quel est le rôle des représentants syndicaux là-dedans? Oui, bonjour à toutes et tous. D'abord, face à tous ces chercheurs, du coup, j'ai créé moi aussi un diaporama pour m'aligner. Moi, je voulais revenir un peu d'abord sur les difficultés qu'on a concrètement pour travailler sur ces questions et puis quels leviers actionner. D'abord, sur les difficultés, la première chose, c'est que effectivement les inégalités font système et donc souvent, on se retrouve en entreprise à discuter essentiellement de ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire de l'absence de mixité dans le système éducatif, de ce qui se passe dans les médias, etc. Peut-être pour mieux ne pas discuter de ce qui dépend de nous, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'entreprise, qui a derrière un impact sur les inégalités dans la vie. Notamment, je vous ai mis les exemples du congé parental non partagé ou même sur les violences conjugales. Pourquoi est-ce qu'une femme a autant de difficultés à quitter son conjoint violent? Aussi parce qu'elle n'a pas d'indépendance économique et qu'elle va être maintenue dans une situation de précarité. Donc, la première chose, c'est prendre nos responsabilités comme acteurs sociaux et ne pas renvoyer la question de l'égalité femmes-hommes à une question sociétale. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, qui s'est beaucoup ressenti d'ailleurs dans la première table ronde, c'est que la situation des femmes, elle s'est considérablement diversifiée grâce à l'élévation du niveau de qualification. Et la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on ne parle plus des femmes qui sont scotchées au plancher collant, qui sont aujourd'hui la majorité des femmes, qui sont toujours scotchées au plancher collant, qui sont absentes des politiques publiques et des discours en général, avec l'illusion selon laquelle faire l'égalité en haut permettrait automatiquement d'améliorer la situation de la majorité des femmes. Nous pensons bien sûr qu'il faut féminiser les directions, c'est un enjeu d'égalité central, mais, certaines chercheuses y sont revenues dans leur présentation d'ailleurs, il n'y a pas d'effet de ruissellement automatique, il faut travailler sur toutes les catégories de femmes. Et souvent, y compris au niveau des politiques d'entreprise, on va se centrer sur les premières de cordée. Donc, si je reprends ce que vous dites, mesurer les écarts de salaire catégorie par catégorie, pour vous, ça ne suffit pas? C'est ça, et c'est surtout qu'il faut avoir des politiques catégorie par catégorie. Il faut pas avoir il faut s'interroger sur à qui profitent les politiques d'égalité et est-ce qu'on a oublié personne en chemin. Le fait de réussir à passer le plafond de verre ne résout pas tout, loin de là. On sait que plus on monte dans la hiérarchie salariale, plus les inégalités de rémunération sont importantes, donc il faut travailler sur ces aspects-là, mais il faut surtout pas oublier celles qui sont scotchées au plancher collant. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est justement Alexandre Sobo en parlait, c'est que compter ces politiques, un des débats que l'on a sur le terrain, c'est comment est-ce qu'on compte et qu'on quantifie ces inégalités avec la tentation récurrente
de fonctionner toutes choses égales par ailleurs. Donc, on va faire venir des économistes pour faire des études économétriques comme Dominique Meurs peut en faire par exemple, mais plein d'autres, qui vont neutraliser tous les écarts liés aux effets de structure. Or, justement, entre les femmes et les hommes, toutes choses sont justement inégales par ailleurs. Et donc, il faut parler de la question des temps partiels, de la question du plafond de verre qu'on peut qualifier de plafond de mer, de la question de la dévalorisation des métiers féminisés et de la part variable de la rémunération qui est indirectement discriminante. Peut-être pour résumer tous ces aspects, la difficulté qu'on a, c'est que la loi française, elle n'est pas comprise sur deux aspects. Le premier aspect sur lequel elle n'est pas comprise, c'est la notion de discrimination indirecte. Moi, je partage ce que disait Alexandre Sobo, c'est-à-dire que c'est rare les cas où le chef d'entreprise discrimine de façon intentionnelle, et heureusement. Donc, le problème, ce n'est pas tant la discrimination directe, c'est la discrimination indirecte, c'est-à-dire des effets de structure qui ont pour conséquence de discriminer. Et ça, c'est interdit par la loi en France et il faut travailler sur ce sujet. Et là-dessus, on n'arrive pas à se faire comprendre. Le deuxième élément de la loi qui n'est pas compris, c'est que la loi française, elle rend obligatoire un salaire égal pour un travail égal, ça tout le monde le sait, j'espère, mais aussi un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et donc, elle impose de comparer des métiers différents, mais de valeur égale selon la loi. La loi fixe même des critères pour ce qui reprend un peu les exemples que vous avez donnés, hein, notamment les métiers du soin, les métiers du tertiaire, etc., de les comparer avec des métiers à prédominance masculine de valeur égale et d'assurer un salaire égal. Et là, sur cette disposition-là qui est dans la loi depuis 40 ans, on n'arrive absolument ni à travailler ni à négocier. D'ailleurs, la loi, elle impose, quand on négocie les classifications au niveau des branches, de vérifier si ces classifications ne sont pas indirectement discriminantes. Et il n'y a quasiment aucune négociation de classification où on a pu le faire. On avait travaillé au niveau du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle à un guide pour aider à la négociation, que le MEDEF a malheureusement refusé, et donc qui n'est pas présenté dans les branches et qui ne permet pas une appropriation de ces enjeux. Enfin, pour finir sur les freins, le problème, c'est que la loi, elle est clairement insuffisante, elle n'est pas dissuasive, parce que la négociation… Vous parlez de quelle partie de la loi? La loi autour de l'index égalité professionnelle? Je vais justement y venir. La loi, elle n'est pas suffisamment dissuasive, d'abord sur les obligations en matière de négociation, puisque il y a une obligation d'ouvrir une négociation en matière d'égalité professionnelle, mais pas de la conclure, que cette obligation n'est pas respectée, puisque au dernier chiffrage, mais qui date d'il y a plus de 5 ans, on n'a plus les chiffres depuis, il y a plus de 60% des entreprises qui ne respectent pas cette obligation d'ouvrir des négociations, alors qu'on peut s'en sortir par un plan d'action unilatéral, on n'est même pas obligé de conclure un accord. Et pour autant, il y a seulement 0,2% des entreprises qui ont été sanctionnées liées au défaut d'accord ou de plan d'action. Deuxième élément sur lequel la loi est insuffisante et pas appliquée, c'est qu'en 2014 a été mise en place l'interdiction d'accès au marché public pour les entreprises qui n'étaient pas dans les clous, justement sur cette obligation d'ouverture de la négociation. Le décret n'est jamais sorti et donc la loi n'est pas appliquée. Et puis enfin, le dernier aspect sur lequel la loi est insuffisante, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire sur l'index égalité professionnelle, où je rejoins l'intégralité des critiques qui ont été portées par l'IPP. Pour nous, c'est une vraie occasion manquée. Bon, d'abord, il évacue l'essentiel des écarts de structure. Ensuite, il y a des biais qui invisibilisent les écarts. Et puis enfin, il n'y a aucune transparence. Pas de possibilité de vérifier le calcul, ni d'accéder aux détails des écarts, ce qui pourtant est déterminant pour s'en servir dans la négociation et derrière pouvoir résorber les écarts qui vont être centrés sur certaines catégories. Alors, sur l'index égalité professionnelle, ce serait bien que chacun des intervenants puisse dire les retours qu'il a. Mais effectivement, on a vu beaucoup de critiques. On a vu donc la critique sur le seuil, on a vu la critique sur l'invisibilité. C'est vrai que l'idée que l'écart de salaire ne soit qu'un seul des 5 facteurs et que la publication obligatoire pour les entreprises ne soit que la note finale et non pas une partie, finalement, ça enlève tout l'effet name and shame, parce qu'il y avait aussi cette volonté-là dans l'index égalité professionnelle qui était de montrer les entreprises positives et les entreprises négatives. Alors, si je ne me trompe pas, Selma Mahfouz, vous avez travaillé avec la DARES à faire un retour sur l'index PENICO, un retour critique. Est-ce que vous pourriez le commenter? Oui, peut-être que, avant, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a, parce qu'il
effectivement, suite à la mise en œuvre de l'index, on s'est dit, c'est un peu notre rôle à la DARES, que ça serait bien d'envoyer des chercheurs, on finance des chercheurs, enfin on fait des recherches aussi, mais on finance des chercheurs, comme Dominique le sait, d'envoyer des chercheurs dans les entreprises pour suivre la mise en œuvre de cet index, parce que les meilleures intentions du monde peuvent donner les résultats qu'on souhaite ou pas selon la façon dont c'est mis en œuvre. Et donc, on a effectivement fait un appel à projet de recherche pour demander à des chercheurs d'aller voir dans des entreprises, des grandes, des petites, des moyennes, différents secteurs, comment elles s'étaient appropriées l'index et comment elles l'avaient mis en œuvre. Mais avant de vous en dire un mot, j'avais envie de revenir quand même un peu sur la genèse de l'index. Alors, on a tous participé plus ou moins à différents titres à ces travaux et on s'est rencontrés à ces occasions pour certains d'entre nous. Je crois qu'il faut quand même rappeler que le point de départ, je crois partagé par tous, c'était quand même la volonté, c'est un peu ce qu'a dit Dominique Meurce, que les choses bougent sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. De passer d'une obligation légale, comme ça a été rappelé par Sophie Binet, à travail de valeur égale, salaire égal, à une obligation de résultat, enfin à des résultats. Il faut voir quand même que cet index, il fait suite à une série de dispositions législatives, depuis la loi Roudy, Génisson, Ameline, mais aussi la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui faisait un peu le pari de la négociation collective en entreprise pour faire bouger les choses. Et là aussi, je vous renvoie à des travaux qu'on a fait dans le cadre de la DARES avec des chercheurs sur la mise en œuvre des accords égalité professionnelle que Dominique connaît aussi, que j'avoue hocher la tête, qui montrent quand même que la mise en œuvre de ces accords d'égalité professionnelle, ça a été très décevant. Qu'une grosse part de ces accords n'avaient même pas d'indicateurs chiffrés, que ceux qui en avaient, c'était... Donc, tout ça pour dire que l'index est arrivé dans un contexte où depuis des années, on empilait les textes de loi, où les écarts se réduisaient certes, mais comme l'a dit Dominique, probablement la partie facile était faite, parce que les femmes étant plus qualifiées, c'est quand même la moindre des choses que les écarts finissent par se réduire un peu, mais qu'on voyait bien que on comprenait une partie des écarts, pour toutes les raisons qui ont été dites. Il y a une partie qui sont en dehors des entreprises, qui sont liées à la ségrégation à des choix de métier, à des ségrégations, à des représentations, à des stéréotypes. Il y en a une partie qui est liée à la répartition des tâches, donc tout ça est en dehors de l'entreprise, mais quand même, il y avait une partie qu'on appelle ce résidu inexpliqué, etc., que peut-être dans l'entreprise, il restait des choses à faire bouger. Alors, on peut contester, c'est un peu ce que l'étude de l'IPP fait, le fait qu'il restait des choses à faire bouger dans l'entreprise, mais enfin, c'était quand même le point de départ que tout le travail au sein de l'entreprise, même si ça n'expliquait pas tout, ça ne changerait pas le temps partiel subi, ça ne changerait pas le fait que les femmes s'orientent vers des métiers moins rémunérateurs parce qu'il y a des stéréotypes, ça ne changerait pas le fait que les femmes s'occupent plus des enfants et donc choisissent des entreprises près de chez elles pour avoir moins de temps de trajet, etc. Mais que peut-être que quand même, au sein de l'entreprise, au moins, on pouvait essayer de voir si on arrivait à faire bouger un peu les choses. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Alors, au départ, les uns les autres ont regardé ce qui se faisait à l'étranger. Ce n'est pas un mauvais réflexe, et notamment en Suisse, puisqu'il y a cet indice, le OGIB, dont vous avez tous entendu parler probablement en Suisse. Et donc, il y a eu des débats de est-ce qu'on fait pareil, est-ce qu'on prend les données des entreprises et on calcule il y a quelqu'un qui vous met en lien, j'imagine que c'est Marie, des travaux qui peuvent vous intéresser. Est-ce qu'on calcule en extérieur à l'entreprise? Alors, oui, et c'était par un logiciel qui permettait, qui était le même pour chacune des entreprises et qui permettait d'avoir des données réellement comparables. Oui. Alors, je vais y revenir. Moi, je crois qu'il faut faire très attention à... Donc, c'est un exemple qui a été regardé de près, qui avait ses qualités, ses défauts. Il y a eu des... et puis, après avoir un peu caressé l'idée de faire pareil en France, le gouvernement a eu l'idée de demander à une DRH de faire des propositions. C'est une mission qui a été confiée à Sylvie Villers, tout ça est public, et de faire quelque chose qui soit faisable par les entreprises. Et il y a eu des propositions, il y a eu un cycle de concertation auquel les partenaires sociaux, ici présents, ou leurs collègues ont participé, ou leurs collègues ont participé.
Alors évidemment, comme dans toutes les concertations, il y a des arguments qui ont porté, d'autres moins, et des tas de critiques, mais enfin, tout ça a abouti à l'index que vous connaissez. Moi, ce qui me semble important dans cet index, hein, c'est deux choses. La première, et c'est quelque chose qu'on avait poussé, enfin, là je parle en mon nom propre, hein, je n'engage pas le gouvernement, ça va de soi, c'est d'avoir une approche multidimensionnelle. Comme je l'ai dit au départ, le constat, c'est quand même que les inégalités de salaire entre hommes et femmes, elles sont par nature multidimensionnelles. Elles relèvent de beaucoup de facteurs, de stéréotypes, de partage des tâches au sein du couple, etc. Et que si on se focalise, qu'il faut probablement essayer, même dans l'entreprise, même si on se limite à l'entreprise, d'agir sur différents facteurs. Et c'est pour ça que l'index, il comporte 5 composantes. Ces 5 composantes, il y a les salaires, évidemment, mais il y a aussi les augmentations salariales et les promotions, parce que c'est quand même aussi de là que résultent les inégalités de salaire, les effets de la maternité, même si c'est une dimension qui est parfois contestée, parce que c'est jamais que l'application de la loi. Enfin, on se rend compte que parfois, aller vérifier, c'est pas complètement inutile. Et puis le plafond de verre, donc la parité parmi les plus hautes rémunérations. Donc l'idée, alors ça c'est pour la première dimension, c'était de ne pas focaliser sur les inégalités de salaire, mais d'avoir plusieurs choses. La deuxième dimension, et je m'arrête là. Oui, parce que j'ai l'impression qu'autour de la table, tout le monde connaît un peu tout ça. Ce qui est important, c'est votre retour critique, votre retour d'expérience. Alors, la deuxième dimension, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse tout ça. La deuxième dimension, c'est que c'est une approche qui oblige les entreprises à se poser des questions, à soulever le capot. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur qui le calcule. Parce que le but, quand même, comme ça a été dit par Alexandre Sobo et Sophie Binet, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui délibérément se disent le matin, à travail de valeur égale, je vais payer moins Madame Michu que Monsieur Dupont. La question, c'est comment on définit les postes de valeur égale, qu'est-ce qui fait que ces deux postes sont comparables, d'où viennent les écarts. Et donc, c'était d'ouvrir le capot et d'avoir elle-même à calculer des choses. Donc, il fallait que ça soit à la fois pas une usine à gaz, donc relativement simple, donc ça oblige des choix qui sont évidemment toujours discutables de simplification, mais aussi que ça soit calculé par les entreprises en concertation avec les partenaires sociaux, etc. Mais de regarder c'est quoi d'abord deux postes, qu'est-ce que je mets dans la même case. Donc cette approche un peu matricielle, un peu simple, avec toutes les critiques qu'on peut faire, c'était donc ça, je pense que c'est quand même deux choses qui sont importantes et qu'il fallait rappeler. Alors après, sur les résultats des monographies qu'on a demandé à des chercheurs, qu'est-ce qui ressort? Alors, il ressort d'abord plutôt quand même une adhésion à la philosophie générale. Donc c'est une quarantaine de monographies, c'est pas exhaustif, enfin, c'est quand même pas juste 2-3 cas. Avec aussi des réserves sur est-ce que ça apporte vraiment une plus-value. Une chose importante, c'est une différence entre petites et grandes entreprises. C'est-à-dire que dans les petites entreprises, on voit que l'index, ça a obligé à chiffrer des choses qu'elles regardaient peut-être pas de très près, à regarder un aspect de leur politique RH assez peu maîtrisé, peu interrogé. Donc, il y a eu un effet de nouveauté. Ce n'est pas des choses qu'elles faisaient déjà, qui a probablement conduit au moins à se poser des questions. Enfin, après, est-ce que ça a conduit à résoudre les problèmes? Évidemment, ce n'est pas forcément suffisant, mais enfin, en tout cas, une dynamique que ça enclenche dans les petites entreprises, dans les PME. De façon générale, il ressort aussi que c'est quelque chose qui a été plutôt traité au niveau des directions, en associant assez peu les partenaires sociaux, ce qui peut paraître surprenant, peut-être qu'ils voudront réagir. Que c'est quand même vu comme quelque chose qui reste assez technique. En même temps, des écarts de salaire, c'est forcément un peu technique. Parfois, des difficultés à interpréter les résultats, mais ça, ce n'est pas forcément un problème en soi. Et puis aussi, ce résultat que dans des grandes entreprises qui étaient déjà assez engagées sur le sujet, finalement, elles avaient leur méthodologie, elles avaient leur façon de regarder les choses, et ça a pu un peu bousculer la dynamique qui existait. Alors, soit parce que du coup, on cochait la case, on avait une bonne note, et finalement, bon, pas la peine de s'embêter, soit au contraire parce que, alors qu'il y avait une dynamique positive, l'indice ne donnait pas les résultats attendus. Donc,
peut-être parfois une certaine forme de déstabilisation au niveau des grandes entreprises. Donc, tout ça, c'est des résultats encore préliminaires, mais qui ne sont pas publiés et qui vont être confirmés. Et voilà un petit peu les premiers retours qu'on a sur la mise en œuvre de l'index. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Sophie Binet qui doit bientôt partir, mais Sophie Binet, je trouve que c'est intéressant de vous faire réagir sur cette chose-là. Finalement, cet index Pénicaud, sur le dialogue social, il n'a pas toujours eu un bon effet, puisque effectivement, les retours que donne la DARES et que moi j'avais eu aussi au sein de mes enquêtes, ce sont que les entreprises, les directions, les DRH ont fait ces processus-là dans leur coin sans associer les différents représentants des syndicats et les partenaires sociaux, là où avec des accords égalité, quand elle le faisait dans la concertation avec tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect négatif à montrer sur cet index Pénicaud là-dessus? Et puis, l'autre dimension que moi j'ai remarqué, ce sont les entreprises prises dans une dynamique positive, la course à l'échalote, de montrer qu'on a une super note et une meilleure note. Ça c'est ce que j'essaye de montrer dans le dernier chapitre de mon livre et pourquoi j'appelle ça du féminisme washing. C'est parce que ce sont des entreprises qui vont faire des communiqués de presse dithyrambiques parce qu'elles ont une note de 80 sur l'index Pénicaud, par exemple, ou 85, qui ne sont pas des notes extrêmement bonnes, mais qu'en gros, on va rentrer dans un truc d'affichage au lieu de rentrer dans la vraie démarche de recherche. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces deux points? Ouais, pour nous, cet index, c'est vraiment une occasion manquée. J'ai vécu les concertations avec Selma Mahfouz, donc on a eu le débat de détail, mais on s'était beaucoup investi dans ces concertations. On a fait des propositions alternatives d'ailleurs quand on avait travaillé avec un certain nombre de chercheurs et chercheuses ici présentes, et notamment Thomas Breda, Sophie Pochic, qui n'ont pas du tout pu être examinés. Et je trouve que l'histoire de cet index, elle est quand même intéressante à regarder pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est toujours là en matière d'égalité femmes-hommes. C'est qu'on a réussi à faire voter dans la loi une disposition très volontariste qui est une obligation de résultat avec des sanctions si le résultat n'était pas là. Mais l'outil de mesure est renvoyé à un décret qui a été fait en catimini. Et nous, on a découvert cette histoire du seuil de pertinence de 5 points dans le décret au dernier moment. Ça n'a pas du tout été concerté, par exemple, ce point-là. La deuxième chose, c'est que le résultat à la première année, c'est que 96% des entreprises ont plus de 75 sur 100 et donc échappent à la sanction dès la première année, alors qu'il faut, rappel, pour être sanctionné, il faut avoir moins de 75 sur 100 pendant 3 ans. Bon, notre objectif, c'est évidemment pas de sanctionner toutes les entreprises, c'est de les faire progresser. Mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises, elles ont seulement progressé éventuellement sur l'indicateur sur le congé maternité, où en fait elles se sont rendues compte qu'elles n'appliquaient pas du tout la loi qui est d'augmenter les femmes à l'issue de leur congé maternité. Et encore, cet indicateur, il est en deçà de ce que prévoit la loi, puisqu'on regarde seulement si autant de femmes que d'hommes ont été augmentées à l'issue de leur congé maternité et qu'on ne regarde pas le montant de l'augmentation. Donc, même sur cet indicateur, il y a des biais. Et la dernière chose sur l'index, c'est que au final, en fait, on est même en deçà de la loi anglo-saxonne et du name and shame qui existe en Grande-Bretagne. Et moi, je préférerais qu'on ait au moins cette disposition-là plutôt que l'index, puisque on a juste communication de la note globale, on n'a pas du tout les écarts de salaire, et au moins avoir les écarts de salaire bruts, c'est une dynamique derrière pour avancer. Et on a même beaucoup de boîtes où l'effet est inverse, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où on avait des accords égalité, des enveloppes de rattrapage, etc., qui sont remises en cause au motif que l'entreprise a plus de 75 sur 100, voire très souvent elle a une excellente note, et donc finalement c'est plus la peine d'avoir des efforts pour continuer à travailler. Alors une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour surtout pas désespérer Billancourt comme on dit? Il y a plein de choses qu'on peut faire de façon assez simple. D'abord, renforcer vraiment la négociation collective, donc mettre en place la loi qui prévoit une sanction pour les entreprises qui n'ont pas d'accord ou pas de plan d'action, elle n'est pas mise en place, mettre en place aussi la loi sur la question des marchés publics, réviser l'index. Les biais sont tellement gros que c'est très simple de réviser l'index pour en faire un outil efficace. Tous les syndicats sont d'accord pour demander à ce qu'il soit révisé sur les points précis qu'on a listés depuis le début. Et puis, on a aussi une proposition très concrète que Alexandre Sobo connaît bien, puisque c'est des militantes et militants de la métallurgie
métallurgie qui l'ont travaillé, c'est de mettre en place de nouveaux indicateurs pour identifier les discriminations de carrière, puisqu'en matière d'égalité, on dit bien qu'il ne faut pas se limiter à la photo, mais il faut regarder le film des inégalités. Et donc, on a travaillé un indicateur qui consiste en des suivis de cohortes par âge et par niveau de qualification et qui permet de travailler sur le film des inégalités. La deuxième chose, c'est des sanctions dissuasives, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est moins coûteux de discriminer que de respecter la loi. Donc, par exemple, il y a une solution qui existe dans beaucoup de pays qui est l'action de groupe. En France, on en a une, mais qui n'a d'action de groupe que le nom, et qui a été associé de plein de conditions qui empêchent sa pleine efficacité. Renforcer les moyens des inspections du travail. Vous savez qu'en 10 ans, les effectifs d'inspection du travail ont baissé de 20%. Dans ce contexte, c'est compliqué d'être efficace sur tous les sujets, et notamment sur les questions d'égalité professionnelle. Troisième point, revaloriser les métiers à prédominance féminine en s'appuyant sur les exemples internationaux, notamment le Québec, la Belgique, le Portugal, et en mettant enfin en place la loi sur le travail de valeur égale pour un salaire égal. Ça, c'est les négociations qui se passent au niveau des branches. Quatrième point, lutter contre les temps partiels. Et c'est un vrai problème que dans le débat public, la question des temps partiels soit totalement évacuée. On fait comme si c'était un choix des femmes, alors que les femmes sont, pour leur majorité, notamment celles qui sont dans l'exécution, enfermées dans les temps partiels, puisque c'est la norme d'emploi dans un certain nombre de secteurs. Et puis, enfin, la question de la parentalité, congé paternité allongé obligatoire, aligné sur la durée du congé maternité post-naissance. Donc, nous, on pense qu'il faudrait allonger aussi le congé maternité, donc que ce congé paternité, il faudrait qu'il atteigne 4 mois obligatoires et rémunéré à 100%. Un congé parental raccourci mieux rémunéré, évidemment un accueil accessible. Je rappelle que 60% des enfants de moins de 3 ans n'ont pas d'accueil institutionnel formelles, ne sont ni en crèche ni en assistante maternelle. Et puis enfin, ça a été un peu évoqué dans les précédentes tables rondes, réduire le temps de travail, 44h30 aujourd'hui en moyenne pour les cadres, ça peut pas être, enfin, on ne peut pas demander aux femmes cadres de se comporter comme des hommes cadres comme les autres, c'est-à-dire d'accepter au motif de leur carrière professionnelle de ne plus voir leurs enfants. Peut-être que ce qu'il faut, et nous c'est ce qu'on appelle de nos voeux comme horizon féministe, c'est réduire le temps de travail pour toutes et tous, pour permettre aux femmes comme aux hommes de pouvoir passer du temps avec leur famille. Et puis enfin, la question des violences au travail. Presque un tiers des femmes qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail. Nous pensons qu'il y a de vraies mesures à mettre en place. On s'est battu pour gagner la première loi mondiale contre les violences au travail, c'est la 190e convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle n'est pas encore ratifiée pour la France. L'enjeu, c'est bien sûr qu'elle le soit, mais surtout que cette ratification s'accompagne de changements dans le droit français pour qu'il y ait enfin des avancées et des mesures pour garantir l'effectivité de l'interdiction des violences et du harcèlement au travail. Merci beaucoup, Sophie Binet. Donc, en gros, ce que vous proposez, ce sont des mesures systémiques. Donc, il y a évidemment les choses sur la négociation salariale, mais ça dépasse de très loin tout ça avec des propositions qui sont sociales, travail, santé aussi au passage. Alors, j'aimerais bien revenir sur la question de sanctionner les entreprises, puisque vous avez fait réagir Alexandre Sobo à ce moment-là. Est-ce que, Alexandre Sobo, vous comprenez l'importance de sanctionner les entreprises pour les faire respecter l'index Pénicaud, les écarts de salaire, et puis aussi les négociations, enfin les signatures d'accords pour négociation égalité professionnelle. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux indicateur sur les inégalités de carrière? Donc, je pense que Sophie Binet, vous parliez de la méthode Claire, qui est la méthode des cohortes et des carrières où l'on mesure sur des évolutions long terme. Est-ce que pour vous, ça pourrait être un indicateur à mesurer pour corriger ces écarts? Alors, de façon générale, moi je pense qu'il y a aujourd'hui, je préfère qu'on fasse appel à l'esprit de responsabilité qu'à la peur et à la sanction. Ça a été dit très clairement tout au long de ce colloque. Les problématiques que l'on traite aujourd'hui sur l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet multifactoriel, complexe, qu'il n'est pas facile toujours d'appréhender au niveau de l'entreprise, en particulier quand elle est petite, parce qu'elle n'a pas de référence. Et donc, comme ça a été reconnu par tout le monde, il n'y a plus aucune volonté de quelque nature que ce soit. Et donc, c'est bien dans l'accompagnement, dans le travail de recherche, dans l'analyse de ce qui se passe dans des ensembles statistiquement pertinents pour identifier les typologies de comportement ou les raisons pour lesquelles les choses bougent, et que c'est dans l'accompagnement
dans la mobilisation qu'on arrivera à quelque chose. Je pense que c'est ça le cœur du sujet. Et maintenant, je n'étais pas le plus grand fan de l'index Pénicaud parce que je pense qu'effectivement, il encadre un certain nombre de travaux, qu'il est venu se substituer à des choses. Maintenant qu'il existe, il participe d'une prise de conscience dans toutes les entreprises de plus de 50 qui se posent des questions, qui font des calculs. Il a ses qualités et ses défauts. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre dans un pays qui se veut rationnel, qui est le pays de Descartes, que moins de 2 ans après la mise en place d'un indicateur et d'un index, avant d'en avoir fait quelque évaluation que ce soit, et sachant que l'objectif, ce n'est pas de sanctionner les entreprises ou de dire qui a bon et qui a mauvais, mais de voir si dans les outils statistiques de suivi, après la mise en place de cet indicateur, on observe une réduction des écarts quand ils sont mesurés de façon objective et rationnelle. Et encore une fois, je leur dis, c'est vrai, depuis le 19 juin 2007, dans la métallurgie, il y a un accord paritaire, suivi paritairement, qui, sur près de 300 000 personnes, évalue tous les 2 ans de façon objective ces écarts. C'est vrai que ces derniers temps, ils sont assez stables. Donc, les remarques qui ont été faites, qui consistent à dire qu'on est sans doute sur des sujets complexes, sensibles, pas complètement tous identifiés, il y a encore du travail. On met un nouvel outil sur la table, on ne va pas le balayer ou le changer 1 an après l'avoir mis en place sans en mesurer les effets et sans que Selma et les équipes de la DARES puissent nous dire quel type d'effet ça a produit. Il faut au moins se donner le temps de voir ce qui se passe. On ne peut pas changer d'outil tous les 2 jours ou tous les 6 mois sur des sujets dont le facteur temps est considérable. Voilà, quant aux outils de suivi proposés par Sophie Binet, au niveau de la métallurgie, on en a beaucoup parlé et elle connaît la position de la métallurgie sur nous cette méthode. On n'y est pas d'accord parce qu'on pense que ce n'est pas la bonne façon. On est tout à fait d'accord pour suivre la chose. Il se fait beaucoup de choses dans le cadre de la métallurgie sur ces sujets, mais il nous semble que la méthode proposée a beaucoup d'inconvénients, notamment par rapport à la variété des situations et n'est pas la bonne façon d'appréhender la réalité des écarts aujourd'hui. Mais on ne va pas refaire le débat, on ne va pas mobiliser tous les gens qui nous écoutent et tout le panel pour refaire ce débat Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on termine par vous, Dominique Meurs. Vous, quels sont les retours que vous avez sur cet index Pénicaud? Quelles seraient les révisions que vous pourriez proposer pour mieux mesurer les écarts de salaire? Je crois que vous étiez co-signataire d'une tribune dont l'idée était de demander que ce soit des organismes indépendants et pourquoi pas la DARES ou l'INSEE qui mesurent ces écarts de salaire plutôt que d'être les entreprises, puisque finalement les entreprises, on peut aussi considérer qu'elles sont jugées parties. Oui, il y a une prise de conscience, bien sûr, quand elles font ce travail-là, mais aussi elles se mettent dans une position différente. Donc, est-ce que vous pourriez nous lister quels sont les points que vous pourriez réviser et votre opinion sur l'intervention d'un tiers? Bon, je vais essayer d'être brève. Alors, sur le premier point, effectivement, j'étais pour, j'ai signé une tribune avec Thomas Breda d'ailleurs, dans ce sens-là, pour que cet indice soit calculé à l'extérieur, par un tiers extérieur, que ce soit l'INSEE, la DARES ou un autre organisme, peu importe. Important que ce soit un organisme indépendant extérieur, en utilisant les données qui sont transmises par les entreprises, les DADS. Il y a de quoi. D'ailleurs, je veux dire, l'IPP, d'une certaine manière, a montré qu'on pouvait faire des analyses très fines, on peut les descendre au niveau des entreprises. Alors, il y a un problème de taille, bien sûr, mais on peut construire un indice. Alors après, il faut le négocier, cet indice-là. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie Binet. Un indicateur doit être négocié avec l'ensemble des parties prenantes et doit être compris surtout. Alors justement, je fais juste une incidente sur ce que vous avez dit sur les toutes choses égales par ailleurs, parce que là, je crois qu'il y a une incompréhension. Quand l'économiste parle toutes choses égales par ailleurs, il ne dit pas donc c'est zéro, donc c'est bon, on se lave les mains, c'est fini. Non, ça lui permet d'identifier dans l'écart de salaire qu'est-ce qui vient de la ségrégation professionnelle, qu'est-ce qui vient de différence de traitement des diplômes, qu'est-ce qui vient, etc. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les organisations syndicales dans les entreprises où j'interviens, c'est-à-dire de hiérarchiser les facteurs responsables des écarts de salaire quand ils existent. Comme je leur dis toujours, on explique, on ne justifie pas. Juste expliquer n'est pas justifier. On part d'un écart brut et on le déconstruit pour arriver à savoir d'où ça vient.
Donc oui, donc pour cet indice, moi je pense vraiment qu'il devrait être fait à l'extérieur des entreprises et renvoyé à elles. Mais sinon, je reconnais qu'il a eu un impact quand même positif, qui est d'avoir mis le sujet du chiffre dans les négociations, dans les entreprises qui ont pris conscience. Enfin, il y a eu une sensibilité aux statistiques qui a pu se développer avec cet indice. Par contre, effectivement, il y a des défauts et moi, je connais effectivement des cas d'entreprises qui ont réagi en disant bah oui, mais on a un excellent indice, mais en fait, il masque la réalité puisque en fait tout l'écart chez nous vient des écarts de primes de poste et que c'est pas saisi dans l'indice. Donc il y a ça. Voilà. Et sinon, bah oui, non, c'était tout essentiellement. Pardon, je vais vous faire relancer là-dessus, mais du coup, on pourrait envisager que les primes soient intégrées dans les calculs des écarts de salaire dans l'indice. Est-ce qu'on pourrait envisager que ce seuil des 5% soit supprimé ou pas statistiquement? Est-ce qu'on pourrait envisager… Tout à fait. Statistiquement, on peut faire plein de choses, on peut tester plein de choses, mais ça, on peut le retravailler. Bon, il existe. Donc, il faut, de toute façon, là, je suis, de ce point de vue-là, c'est bien d'avoir une continuité d'indices, mais on peut l'enrichir, le faire évoluer, le retravailler. Et surtout, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que, bon, c'est une photo. Ce qu'il faut comprendre, c'est les mécanismes derrière. Et là aussi, je serais tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut regarder les carrières. Alors, vous proposez une méthode, on peut le faire d'autres manières en utilisant des données de panel. C'est ce qu'on fait déjà dans nos entreprises où on voit que le principal problème d'inégalité, c'est une question de déroulement de carrière. Ben, on construit dans ce cas-là des indicateurs pour voir où est-ce que ça dérape, où est-ce que les femmes perdent en carrière. Ça, là aussi, là je reviens pour dire il y aurait vraiment avantage à avoir l'intervention d'un tiers extérieur, chercheur, qui renvoie à l'entreprise et à tous les partenaires sociaux un diagnostic et l'explicitation de mécanismes, parce que c'est bien beau de voir, mais il faut comprendre d'où ça vient. Vous parlez de différences de valorisation de métiers, de primes, mais il faut voir d'où ça vient, quelles sont, et si c'est une cristallisation du passé ou si ça vient d'autres facteurs, notamment des grossesses successives, voilà, peut-être voilà. des interruptions. Ça, c'est très, très important. Il y a un critère dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est un des 5 critères de l'index Pénicaud, qui est les 10 plus hautes rémunérations dans l'entreprise. Du coup, ça ramène à la loi que défend Marie-Pierre Rixain, la députée LREM, qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, qui ne l'est pas finalement. Donc, je propose que ce soit la dernière question avant les questions du public. Qu'est-ce que vous pensez chacun de donc l'évolution de ces plus hauts postes, qui sont en gros les postes des CODIR. Je rappelle qu'on a eu la loi Copé-Zimmermann qui a donc permis d'atteindre 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, et que ce nouveau projet de loi propose de porter à 40% les femmes dans les comités de direction, et donc en gros plus ou moins parmi les 10 plus hautes rémunérations des entreprises. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de cette loi, sachant que quand même, vous parliez tout à l'heure, Alexandre Sobo, du temps, mais finalement, tout ça, c'est à objectif 2030, donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce que Dominique Mars, vous voulez commencer? Oui, je peux commencer très brièvement. Bon, c'est toujours la question des quotas. Donc, d'un côté, on se dit, bah oui, ça fait avancer les choses, puisque ça fait bouger les choses. De l'autre côté, il ne faut pas trop en attendre beaucoup parce que c'est la théorie du ruissellement et ça, c'est assez contesté, en fait, qu'il y ait des effets positifs de diffusion dans l'entreprise. Là, pour l'instant, il y a des travaux qui vont un petit peu dans tous les sens. Ce n'est pas clair, mais ce n'est pas du tout certain que ce soit un levier très puissant pour faire bouger toute la chaîne. Et surtout, moi, je trouve ça très, très bien. Enfin, je trouve que c'est important de regarder le haut de la distribution, mais c'est aussi très important de regarder le bas de la distribution. Les bas salaires, les carrières plates, etc.
faut pas oublier ça non plus, je veux dire, en se focalisant uniquement sur la problématique du plafond de verre, qui existe. Il faut être équilibré, il ne faut surtout pas oublier les très bas salaires, les temps partiels, etc., comme vous citiez, Sophie. Oui, mais ça c'est pas les quotas qui vont résoudre le truc. Mais ça participe à un effet d'annonce, ça participe à quelque chose qui se ça montre. Ça peut avoir un effet signal intéressant, mais il ne faut pas en attendre des miracles. Sophie Binet, vous vouliez réagir ? Oui, 3 choses. Enfin, d'abord, je voulais dire que je vais devoir partir dans précisément 1 minute, sinon mon fils va être sur le trottoir de la crèche. La deuxième chose, c'est que je voulais dire que le point de débat qu'on a avec le patronat, notamment, c'est la question du rôle de la loi. Pour nous, c'est évident, et l'histoire le montre, que l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a avancé par la loi et par des mesures dissuasives. On a vu dans les présentations précédentes que la France, elle est dans le peloton de tête sur la question de la féminisation des conseils d'administration. Pourquoi ? Parce que la seule loi contraignante qu'on ait eue en France en matière d'égalité femmes-hommes, c'est la loi Copé-Zimmermann avec de vraies sanctions. Et c'est ça qui a permis d'atteindre les 40% de féminisation dans les CA. Le deuxième point, c'est que la question que nous posons, c'est pourquoi y a-t-il seulement de vraies sanctions sur la féminisation des directions, la féminisation par en haut ? Ça montre bien que c'est cette méthode qu'il faut appliquer pour l'ensemble des femmes et pour travailler sur la situation de l'ensemble des femmes salariées. Attention à ce que cette focalisation sur les premières de cordée ne viennent pas occulter la situation de la majorité des autres et ne permettent pas de s'en sortir à bon compte sur on a féminisé la photo et derrière on invisibilise le reste. Et puis enfin, par rapport à ce que disait Dominique Meurs sur expliquer, c'est pas justifier, tout à fait d'accord. Mais le sujet qu'on a en entreprise, c'est quelle est la commande vis-à-vis des chercheurs et à quoi sont utilisées ces recherches. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est que dans la négociation, on a des droits d'expertise aussi propres aux représentants du personnel et que ces droits d'expertise, nous demandons depuis des années à avoir une expertise spécifique sur les questions d'égalité professionnelle pour pouvoir nous être aidés par rapport à notre commande, nos enjeux à nous. Libre aux employeurs de faire de même, mais c'est important que les organisations syndicales puissent aussi s'appuyer sur des travaux de recherche. Il ne faut pas faire comme si juste on ferait intervenir un chercheur dans l'entreprise et ça serait neutre. La recherche, on sait très bien que la question c'est quelle est la commande, comment on s'en sert également, et donc c'est important de pouvoir armer la partie faible et de lui permettre, comme on l'a fait par exemple justement grâce à la participation militante d'un certain nombre de chercheurs dans la concertation sur l'égalité professionnelle en 2018 avec Pénicaud, de pouvoir nous armer pour qu'on puisse s'appuyer sur une expertise universitaire dans nos batailles pour l'égalité femmes-hommes. Voilà, et je suis désolée. Je veux juste rebondir là parce que, attention, les chercheurs ne sont pas des experts, ne sont pas des consultants. Ça, c'est un truc que je explique bien avec nos entreprises. On intervient, on vient en fait parce qu'il y a une question de recherche qui nous intéresse, dont on va pouvoir tirer une avancée scientifique valorisée dans des revues, dans notre milieu académique. Et en même temps, on leur fait, on fait des restitutions, on comprend leur truc, on fait un dialogue. Mais attention, les chercheurs sont indépendants, sont des tiers extérieurs. Ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, ils n'aident pas la direction comme pourraient être les consultants ou comme les conseils ou les CE, les CSE, pardon. Voilà, on fait des restitutions auprès des CSE, on fait ça parce que c'est important, mais la qualité de notre recherche et de ce qu'on trouve vient du fait qu'on est totalement indépendant et que personne ne contrôle ce qu'on va dire. Je voudrais donner la parole à Alexandre Sobo pour terminer. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt opposé à ce projet de loi, étant donné que vous aviez du mal à trouver, à fidéliser les personnes dans les comités de direction, à trouver des personnes pour aller dans ces panels et qu'en fait, il fallait beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une autre critique ou un point positif sur ce projet de loi ? Le point positif, on est tous d'accord, c'est qu'il met en exergue un objectif qu'on partage. Et on partage non seulement pour une logique de plus grande égalité, mais aussi pour une logique de performance. C'est-à-dire que dans un comité de direction ou une réunion de top management, elle est d'autant plus efficace qu'elle est diverse et que l'ensemble des sensibilités, quelles qu'elles soient,
qu'elles soient liées à des origines géographiques, à des métiers ou le bon équilibre entre les hommes et les femmes, c'est un critère de performance parce que c'est plus de diversité, c'est plus d'avis, c'est plus de richesse des débats, c'est plus de sensibilités différentes. Donc, sur l'objectif, il n'y a aucun sujet. La question, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est la méthode retenue qui est celle du quota, qui méconnaît complètement la réalité des corps sociaux sous-jacents. C'est-à-dire que dans une entreprise qui a 60% de femmes, c'est plus facile d'avoir 40% dans le comité de direction que dans une entreprise industrielle où on est 15%. Et donc, le fait de méconnaître… Donc, vous dites que la problématique est différente de celle qui a été connue dans les conseils d'administration. Elle est totalement que vous ne remettez différente. pas en cause l'intégralité, l'efficacité des quotas, en fait. Non, ce que je remets en cause, c'est le fait que pourquoi ça a marché dans les conseils d'administration, au-delà des réticences des uns et des autres, parce qu'on faisait changer les choses, c'est qu'un mandat d'un conseil d'administration, c'est 6 ans. Et à la fin des 6 ans, le mandat est remis à disposition de l'Assemblée générale. Et donc, si la loi dit il faut 40% de femmes, à la fin du mandat, on dit à la personne, et en plus, il n'y a pas de numéro 2, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui attend le poste. Donc, vous avez une liberté totale pour choisir le remplaçant. Et en plus, au niveau d'un conseil d'administration, vous avez un fonctionnement collégial dans lequel, finalement, vous n'avez pas de responsabilité individuelle. Donc, vous pouvez vous donner le temps, vous pouvez prendre quelqu'un qui va avoir un éclairage extérieur, pas forcément toute l'expérience du secteur, et qui va apprendre en même temps qu'elle arrive dans le conseil. Les autres administrateurs vont les former. Donc, vous avez un turnover qui est 6 fois plus important. Vous n'avez pas de personne qui est dans l'organisation et qui est naturelle pour prendre la suite. Donc, si on imagine que le facteur temps pour obtenir les mêmes résultats va être identique, on se met le doigt dans l'œil de façon assez intense. Et aujourd'hui, quand on fait des petits calculs dans des entreprises industrielles sur le turnover, le type de candidat qu'on arrive à trouver, le fait qu'un certain nombre d'endroits, ce soit des métiers qui aujourd'hui n'attirent pas les femmes, je veux bien prendre ma part de responsabilité, mais je crois que ça a été très bien dit, je ne peux pas être le seul responsable. Je vais devoir vous couper. Un schéma dans lequel on est le seul sanctionné, ça ne nous va pas. Je comprends très bien. Je vais devoir vous couper parce qu'on devait prendre des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions des invités, des intervenants du public et en priorité pour Selma Mahfouz, puisque vous me dites que vous devez partir bientôt. Donc, si jamais il y a une question pour la DARES en premier lieu, ce serait super. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de questions. Pas de questions des chercheurs. Le débat politique vous a emporté. Est-ce que je peux intervenir juste un moment? Est-ce que vous m'écoutez? On vous entend bien. Ok. Non, juste parce qu'effectivement, vous avez beaucoup parlé et comparé la situation française à celle du Royaume-Uni. Donc, juste vraiment comme chercheuse et je voulais juste intervenir un moment sur la question des sanctions. Je pense que les débats doivent être faits en pensant aussi que si on met des sanctions, il peut bien avoir des réactions stratégiques aussi. Ça, il faut les garder en tête. Dans le sens, par exemple, en Angleterre, il y a aussi beaucoup un débat sur la possibilité qu'en montrant des écarts de salaire très bruts, les entreprises pouvaient réactionner tout simplement avec les licenciements des femmes qui étaient pas beaucoup payées. Donc, parce qu'il y a évidemment différentes façons d'améliorer un indice très brut. Donc, juste de faire vraiment attention quand on met des sanctions, à penser à quelle va être la façon plus rapide d'essayer d'éviter les sanctions. Donc, c'est pas que ça, c'est pour dire absolument contre des sanctions, mais juste faisons attention parce que c'est pas que des sanctions vont automatiquement faire que les choses changent tout de suite en faveur des femmes dans ces cas-là. Donc, juste dire ça. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions et précisions des effets pervers des législations? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, moi c'était une question pour la DARES. Effectivement,
il semble que toutes les entreprises ne se soient pas encore mises en conformité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas calculé leur index. Donc, je voulais savoir si vous aviez le taux de conformité et réagir sur la question des sanctions. Il y a différents exemples étrangers dont on peut s'inspirer. La sanction peut être simplement quand on n'a pas calculé l'index, qu'on n'a pas commencé à appliquer la loi. Ça a été le cas au Québec. C'est une sanction assez dissuasive. Ça a permis d'obtenir un taux de conformité très élevé, mais finalement, très peu d'entreprises ont vraiment été sanctionnées. Donc, la menace de la sanction peut être un levier pour obliger à se mettre en conformité. Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'il va y avoir obligatoirement beaucoup d'entreprises. C'est un levier pour agir, pas uniquement pour signaler les mauvais employeurs. L'exemple de la Suède également aussi montre que des contrôles, des raids inopinés par l'inspection du travail ont été un moyen de mise en conformité important. Et en Suède aussi, une communication partagée beaucoup plus facilement avec les organisations syndicales a permis aussi pour la Suède de réduire très fortement les écarts. Donc voilà, merci beaucoup. Selma Mahfouz, vous voulez réagir notamment sur le taux de conformité à l'index, ce serait bien. Alors, ce que vous appelez taux de conformité, je pense que c'est le taux de réponse. Donc, il a été publié, il est de 70% en 2021, il était de 59% l'année dernière, il a atteint 84% pour les entreprises de plus de 1000 salariés, contre 77% en 2020. Voilà, tout ça a été publié. L'objet de communication, je n'ai pas beaucoup d'éléments supplémentaires à apporter. Très bien. Sophie Pochic, ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'était ma question. C'est normalement, ça devrait être 100%. Le taux de conformité, toutes les entreprises devraient être obligées de publier. Donc, comment expliquez-vous le fait qu'il reste un 30% d'entreprises qui n'aient pas communiqué au ministère du Travail leurs chiffres? Alors, je ne suis pas la Direction générale du travail, d'accord. Je n'explique pas, je constate. Il faut peut-être demander aux entreprises ou aux syndicats comment ils expliquent. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Si, je crois qu'on arrive au bout. Je crois qu'il y a une question de Zina Schmidt. Il y a deux questions. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. On vous entend. Alors, je crois que ce serait plutôt Alexandre Sobo qui pourra répondre à ma question. J'en avais parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il était présent. Il existe des programmes de Return to Work dans les banques d'affaires aux États-Unis pour les femmes qui ont décroché cadre supérieur, pour justement en partie pallier au problème de la diversité au niveau des CA. Est-ce que ce genre de programme existe en France ou est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose d'envisageable? De façon générale, moi, je crois à la liberté d'entreprise et je pense qu'avec tout ce qui a été dit et la prise de conscience collective qui, je pense, aujourd'hui est assez incontestable, notamment de nos grandes entreprises, il y a des initiatives qui sont prises. Il faut les encourager. Nous, au niveau de nos entreprises industrielles, on en relaye beaucoup dans tout un tas de sujets qui ne sont pas que l'égalité entre les femmes et les hommes. On a beaucoup d'autres enjeux sur la transition écologique, sur l'intégration, sur beaucoup d'éléments. Donc, encore une fois, on partage toutes les bonnes idées, on est prêt à relayer tout ce qui a fait ses preuves. Il y a aussi des associations qui s'engagent sur un certain nombre de sujets de ce type, autour, vous l'avez évoqué aussi dans la première partie de la table ronde, sur le mentoring, sur l'accompagnement des femmes en retour d'interruption, avec une vraie difficulté à s'intégrer si on les accompagne pas et si on ne prépare pas la chose. Et toutes les entreprises qui font déjà des choses ou qui peuvent ou qui souhaitent le faire, il faut les encourager et le développer puisque, encore une fois, ce sujet, je ne crois pas à la contrainte, je crois à l'initiative, je crois à l'incitation.
je crois à la responsabilité collective et ce type de programme, j'espère, pourra se développer s'il montre son efficacité. Mais aujourd'hui, je crois que pour les conseils d'administration, on est à 42%, on a trouvé les femmes dont on a trouvé un bon équilibre et je pense qu'on est plus sur des sujets d'intégration, de retour à des postes de responsabilité dans l'entreprise où la contrainte individuelle liée aux performances, aux responsabilités assumées sont des sujets qui me semblent beaucoup plus lourds. Ouais. Sachant que il y a des études qui avancent que ça contribue à la diversité et à la performance de l'entreprise, d'avoir cet équilibre entre hommes et femmes à ce niveau de poste. J'en suis personnellement, et je pense que je suis loin d'être le seul, en tout cas dans le monde industriel que je représente, on en est totalement convaincu. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a une autre question. Paul Dutronc, non? Oui, j'avais une question, mais elle s'adressait plutôt à Selma Mahfouz et comme elle est partie, il s'agissait de savoir un petit peu, de réfléchir un petit peu aux données qui étaient disponibles sur les stratégies que pouvait éventuellement déployer une entreprise dans la flexibilité qu'offre le décret pour recatégoriser un petit peu les employés, les salariés en différentes catégories. Voir s'il était possible de voir quelque chose sur les éventuelles négociations qui se jouaient sur cette catégorisation. Mais bon. Ah, est-ce que Dominique Marche, ça vous inspire ou non? Non, trop tard. Non, ça, je crois que c'était vraiment une question pour Selma. Trop tard. Très bien. Bon, là, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Thomas Breda, je vous laisse conclure. Ouais, allons-y. De toute façon, on a atteint leur limite. Je pense que tout le monde est bien fatigué de cette longue journée. Donc, merci à tous. Voilà. Je rappellerai quand même en conclusion, parce que vous en avez un peu parlé dans la discussion, mais pas complètement, ce qui me frustre un tout petit peu, mais il y avait dans les analyses là, de l'IPP qui ressortait comme un résultat un peu nouveau, qui nous a un peu surpris. Bon, ce n'est pas complètement nouveau, mais qui a en fait quand même beaucoup de ségrégation entre entreprises. Donc, une part importante des écarts de salaire, c'est en fait, même à métier donné, c'est des femmes et des hommes qui travaillent dans des entreprises différentes, les femmes travaillant dans des entreprises qui offrent des moins bons salaires. Et nous, on voit ça dans les données. C'est donc un aspect important, mais on n'a pas une compréhension très fine de exactement d'où ça vient. On voit que ce n'est pas juste tiré par les métiers qui seraient différents ou des secteurs. Il y a vraiment un effet entreprise. Mais voilà, c'est à creuser. Et donc, on voit aussi que si on n'arrive pas à comprendre ce phénomène et à le résoudre, on est limité dans nos capacités à résoudre les inégalités. À nouveau, puisque ce qui est vraiment à entreprise donnée, c'est 5%. Le total, c'est 25%. Donc, voilà, ça a été beaucoup dit, mais il y a vraiment besoin. L'index, c'est important, il faut qu'il fonctionne bien, mais il y a vraiment besoin aussi de s'attaquer aux autres causes. Bon, je ne fais pas un long discours parce que la journée a été longue et ce n'est pas ce que j'avais prévu de faire à la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes et à une prochaine fois peut-être pour d'autres échanges.